On en est où ce soir dans la fin des temps? Quentin, tu t'accroches parce qu'on mentionne les Bretoniens ce soir. Je suis sûr que tu avais déjà oublié qu'ils étaient dans ce monde-là. On est sur le chapitre suivant par rapport à la VOD sortie. Non, 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 Xazo. Non, 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 on est sur le chapitre d'après. Sigmar qui a dit le lance-flamme c'est caca, c'est ça. Donc ce soir, nous allons parler du déluge de Talabeim. Nous allons parler de quelque chose qui se passe pendant l'été 2525. C'est littéralement l'assaut Nurgle, hein, l'été 2525, c'est-à-dire c'est l'assaut des frères Glotkin sur Marienbourg, c'est l'assaut de Guthrotspum par le nord à travers la Dragwald, et c'est l'assaut de ces gars-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, quand tu vois l'image comme ça, tu te dis, ouais, bon, d'accord, ça a l'air d'être un champion de Nurgle, hein, il a une grosse corne, ou en tout cas, un champion du chaos, il est couleur un peu vert, ça a l'air d'être ça. Donc, bonsoir YouTube, bien sûr, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est surtout, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de gros bibin d'homme avec une grosse corne? On a l'impression de voir des dents qui dépassent, etc. Ceci, ça va être littéralement les 3 héros du roman. Pour moi. On est sur un nimbe sur 20 de combien ce soir? Alors déjà sur le combien de cependant, voilà. Un poisson lanterne d'aquarium. Oui, ça va, on dirait ça. Donc, je vous présente la triplette. Alors, je suis désolé, mon esprit a déjà oublié pas mal de choses par rapport à tout ça. Je ne sais pas si c'est des frères ou si c'est des chefs de guerre. En tout cas, ce sont des triplets. Enfin, pas les triplets comme les Glotkin, mais ouais, c'est le Riri Fifi Loulou. On va dire ça comme ça, ce sont des cousins, comme ça, on s'en fout. Et en gros, Nurgle a des Juggernauts. Les Juggernauts, c'est pour les moins que rien. Pas du tout. Vous êtes devant ce qu'on appelle des magottes. Pas des mammouths, pas des goths, pas des égottes ou des émotes. On est devant des magottes. Et vous avez devant vous 3 personnages. Je crois que c'est une confrérie de chevaliers. Ouais, donc on va dire Riri, Fifi et Loulou. C'est Riri, Fifi et Loulou qui viennent de très loin dans les désolations du chaos. Ce sont des champions de Nurgle, bien évidemment, et ce sont des magottes riders. Alors bien entendu, on était déjà à l'époque là où Games Workshop neutralisait même plus les noms de ces créations. Moi j'ai connu ça avec une certaine vilipendérie avec le livre d'armée des Elfes Sylvains, des Wood Elves. Mais c'est surtout que ces 3-là, ces 3 seigneurs du chaos de Nurgle, sont déjà en eux-mêmes des persos pétés, littéralement pétés, vous allez le comprendre. Mais surtout, ils montent des créatures qui sont aussi grandes que des griffons impériaux. Qui sont de 2 tiers la taille d'une mutalite. Qui sont aussi grosses qu'un hôtel du chaos. Enfin, ça varie leur taille. Dans la description, ça varie. Mais on va en parler. On va en parler. Et en fait, ces gars-là, seigneurs du chaos de Nurgle, les 3 personnages dont on va parler, sont tous les 3 des seigneurs du chaos de Nurgle, sont tous les 3 des gars qui sont très loin au nord. Ils sont au bord des désolations du chaos. On raconte même que le clan dont ils sont les chefs a périodiquement des failles du chaos qui s'ouvrent dans leur territoire et qu'ils pénètrent dans le jardin de Nurgle pour aller faire un peu les jardiniers. Et ces gars-là sont enrôlés par les Glotkin. Ils sont enrôlés par les Glotkin, je vous en ai parlé, pour être leur force d'assaut par le nord. Donc ces gars-là se soumettent aux Glotkin sous les ordres d'Archaon. Je vous rappelle que les Glotkin sont les champions de Nurgle. Ils ont reçu la bénédiction de Nurgle et de Archaon. Ils ont reçu les pots, hein, bien évidemment, les pots, la poterie cheat code avec la capacité de pouvoir gangréner non seulement le territoire physique, mais le territoire des dieux, donné par Nurgle lui-même, par Kogat, entre guillemets.
Et ces 3 gars, avec leurs créatures immenses, dégueulasses et surpuissantes, ne partent que tous les 3. Mais il n'y avait pas que 3 pots. Si, Jérémy, il y a 3 pots. Il y a un pot avec les Glotkin, un pot avec Gutrospum et un dernier pot qui est donné à ces 3-là. Donc, ces gars-là vont aller en Norsca sous l'appel des Glotkin avant que les Glotkin ne partent, etc. C'est-à-dire que, en gros, le regroupement des troupes se passe tout en Norsca parce qu'il leur faut la flotte de Gutrospum. Gutrospum qui possède la plus grande flotte, je le rappelle, de ce moment-là du Vieux Monde. Mais ces gars-là, contrairement aux Glotkin qui partent avec leurs troupes avec les bateaux de Gutrospum, contrairement à Gutrospum qui part lui aussi avec sa flotte, parce qu'il a une flotte doublée, bien sûr, sinon ça compte pas, et qui lui passe à travers les bois et recrute des hommes bêtes, eux, ils partent seulement tous les 3 avec un navire. Et depuis la Norsca, leur chemin, au lieu de longer l'Empire par le nord-ouest, eux, c'est de foncer vers le delta de Erengrad. Donc l'endroit où il y a les dernières forces de Kislev assiégées par le chaos, mais aussi toutes les forces de l'Ostland. Et les gars partent à 3. Bon, on va dire qu'ils ont des balls. Prenons-nous dans les bois pendant que les impériaux ne sont pas là. On va presque dire ça d'abord. Et tout simplement, déjà, dès le début de leur voyage, il va se passer des choses. Mais d'abord, présentons-les. Alors, très rapidement, parce que j'ai pas toute la soirée, hein, bien sûr. Vraiment, ce chapitre, je l'ai relu hier, je fais, mais non. Vraiment, tu sens qu'ils l'ont écrit à la chiasse. Mais vraiment. Donc, qui sont ces persos? Alors, je les ai déjà oubliés, hein, vous m'en voulez pas. Donc, je vais relire un petit peu vite fait qui sont-ils. Donc, le chef de ce trio s'appelle Orgoth Demonspoux. Il est là, il est dégueulasse, on va pas se mentir. C'est un seigneur de guerre de Nurgle qui combat avec 2 haches qui sont aussi grandes que des hallebardes. Donc le gars, il a 2 hallebardes dans les mains. Et en fait, ce gars-là... voilà, paf. Il est le fruit de l'union entre une sorcière du Nord et un grand immonde. Et je parle pas union mariage. Donc le gars est demi-démon. Voilà. Le fils d'un démon et d'une pucelle. Bah lui, par contre, il a beaucoup plus du démon. Ils prennent de sacrés cuites, les sorcières du Nord. J'ai pris un truc pour oublier, ouais, tu m'étonnes. Parce que, voilà, alors, il y en a qui m'avaient fait la réflexion hein, dans mes JDR. Déjà qu'ils étaient peu vus, mais il y en a un qui m'avait fait une réflexion un jour en me disant ouais, oh, les demi-elfes, c'est jamais mentionné dans Warhammer. Ben, il y en a qui ont fait mieux. Il y en a qui ont fait un demi-démon. Écoutez, ça va encore retomber sur les elfes noirs. Et donc, ce gars-là est un des énormes combattants. C'est le chef de guerre, c'est le chef du trio, hein, littéralement. Et on va dire c'est le breteur, hein, d'accord, c'est le combattant, le chef, voilà. Parce que j'ai la flemme de vous relire tout son lore et de toute façon ces persos vont apparaître bien entendu dans ce livre et disparaître à la fin de ce livre. Vous l'avez bien compris parce que même s'ils sont implantés dans l'histoire, ce n'est que pour 2 chapitres. Donc je vais pas perdre ma soirée à vous parler de tous ces persos. Il y a le deuxième perso. Alors le deuxième perso, alors lui c'est littéralement moi dans 5 ans. Et lui, alors voilà, toujours les mots pour rire chez Games Workshop et le petit nom qui colle bien. Lui, il s'appelle Bloab
Alors, c'est bien pour que vous saisissiez toutes les lettres. Donc, Bloab Rotspound. En vrai, un prince démon, ça aurait pu mieux passer, mais un démon est juste pas censé pouvoir se reproduire. C'est juste un gros tas d'énergie. Exactement, Scar. Ils sont pas là pour 2 chapitres, ils sont encore présents dans OS. Désolé, je parle des chapitres qui m'intéressent, Zadibou. Ils toussent du pu. Voilà, c'est littéralement... Vous avez la définition du personnage. Voilà. C'est pas forcément plus mal que ça soit pas traduit, comme ça on peut oublier plus facilement. Exactement. Il a visiblement un problème de peau. Oui, on va dire ça comme ça. Alors lui, littéralement, si on pourrait le reconnaître, c'est à la fois le sorcier, mais aussi à la fois le vomisseur. Voilà. Et rappelez-vous juste hein, de ce qu'on a mentionné par rapport au Glotkin. Mais je continue. Et tu as le dernier. Le dernier. Qui lui est très très drôle. C'est Morbidex Twiceborn. Et lui, il est... Alors, je sais plus exactement, mais je crois qu'il est à moitié Nurgling. C'est pas une ceinture, mais un porte-bidoche, littéralement. Est-ce que c'est une bonne idée de manger en même temps? Oui, mais c'est ça. Voilà, lui, j'ai pas tout compris. Mais en gros, voilà. Dans le tumulte de l'incendie de son village, sa mère a accouché au milieu des flammes. Il a cruellement été défiguré par le feu. Et je sais pas pourquoi il est devenu... Il a la tête d'un Nurgling maintenant. Et ce gars-là, bien sûr, est toujours accompagné de dizaines et de dizaines de nuées de Nurglings. Donc c'est le rigolo de la bande. Voilà. C'est celui-là qui a plein de démons. Voilà. 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 Mais, voilà. Il y a un petit truc que je voulais juste voilà, revoir ça avec vous. L'invocateur, voilà, c'est un invocateur. On a 3 gars, tous les 3 montés sur des créatures qu'on n'a jamais entendu parler, qui sont les Magots. On a un guerrier, on a un tanker et on a un sorcier. Attendez. Mais... Attendez, mais... Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas exactement la même chose que les Glotkin? Mais au lieu d'avoir une figurine, t'en as 3. Je sais pas. Parce que bien entendu, hein, ces figurines étaient vendues à l'unité. Et pour jouer les scénarios, fallait les 3. En vrai, ça leur comptait quoi de leur donner des drapeaux, des dragons crapauds? Bah, c'était Forge World. C'est du kiff-kiff. Ouais, on est un peu comme ça, Torek, quoi. Dirais-tu? Que dirais-tu d'envisager de désigner pour des... Hein? Que dirais-tu de devenir designer? Ah, pardon, pour Games Workshop, tu as de l'avenir. Non, mais voilà, Scar, c'est... Mago de mago magicien et TH très hérétique. Ah ouais, j'avoue, Metal Liquid, c'est ça. Enfin bref. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait... c'est le souci de Nurgle. Alors ça, c'est sûr, hein, c'est le souci de Nurgle. Là, je parle en termes de Warhammer Battle of V8, c'est-à-dire avant la fin des temps. Nurgle n'a pas de seigneur légendaire. Ils ont il a un héros légendaire, c'est Festus. C'est lui le héros légendaire des guerriers du chaos dans la Warhammer V8. C'est la seule faction qui n'a pas de seigneur légendaire. Et oui. Pour Slanesh, vous avez Sigvald. Pour Khorne, vous avez Valkia. Et pour Tzeentch, vous avez Village. Rien que ces 3-là forment à eux 3, d'ailleurs c'est dans la fin des temps, les seigneurs de la fin des temps. De chacun de ces dieux. Mais Nurgle n'en avait pas. Le fait que Games Workshop nous crée les Glotkin, qui est une figurine énorme, gigantesque, qui représente parfaitement, on va pas se mentir, Nurgle. Moi, ça me dérange pas.
Mais qu'ils nous sortent 3 clampins qui sortent de nulle part, qui représentent à eux-mêmes un danger à ce niveau-là dans le point de vue du scénario, parce que non seulement ce sont des Nurgle, donc déjà en termes de résistance, de PV, etc., c'est quelque chose d'assez aberrant. En termes de magie, c'est ultra pété. Et derrière, ils expliquent dans le roman pourquoi ces trois-là sont choisis pour former à eux seuls un assaut total par le Nord, qui est l'endroit le plus défendu de l'Empire, je le rappelle à ce moment-là. Parce que, l'histoire nous l'explique, parce que leurs créatures, les fameux Maggots, sont des créatures ultra rapides pour des guerriers du chaos de Nurgle. C'est-à-dire que c'est des créatures qui ne sont jamais fatiguées, qui sont aussi rapides dans les montagnes, dans les mines, dans des carrières, dans des bois ou dans des chemins, qu'ils ont parfois l'allure de singes lorsqu'ils grattent et qu'ils grimpent sur les façades de pierres rocheuses jusqu'à ressembler plus à des mammouths lorsqu'ils chargent, vu comment c'est décrit dans le roman. Et que Festus, le seul donc héros légendaire que nous disposons, ne soit relégué qu'à un infiltrateur qui va servir de Deus Ex Machina à la fin de l'histoire du roman de Nurgle. Alors que voilà, tu as ces trois personnages, plus Guthrodspum, plus les Glotkin qui arrivent. Pour moi, c'est un peu trop. Voilà, après ce n'est que mon avis, encore une fois, tout ce que je dis dans ces vidéos et dans ces streams, ce n'est que mon avis, mais ces trois-là, qu'ils aillent se faire voir. Et je suis très poli et je pèse mes mots. Déjà parce que je trouve ça aberrant, que ces gars-là disent, ok, ben écoutez, on a un vaisseau, un navire, c'est juste un navire de Guthrodspum. D'ailleurs, navire qui est un navire qui a sombré, mais que Guthrodspum arrive à remettre à flot parce qu'il commande au Kraken. Guthrodspum. Ok, allez, c'est la magie. Ta gueule, c'est magique. Voilà, ta gueule, c'est magique. Ok. Et c'est là que je vais commencer leur histoire, parce que pour l'instant, je n'ai fait que les présenter, bien sûr. Ces gars-là vont donc monter sur ce navire fraîchement remis à flot, entre guillemets, c'est du Nurgle. Leur seul navire va bien sûr croiser des flottes côtières, parce que je rappelle qu'ils passent non seulement par le Nordland, qui est l'une des plus puissantes flottes côtières de l'Empire, plus l'Ostland, plus le port d'Erengrad qui est sous siège, et ils vont croiser également une flotte elfique. Et ce seul navire va réussir à dégommer tout le monde sur le chemin, parce qu'en fait, il n'est pas seul. Il partait seul, mais cependant, ben en fait, attendez, ça revient pas mon son. Hello. Excusez-moi. Mon stream deck a bugué. Cependant, ces gars-là vont couler tous leurs adversaires parce qu'ils ne sont pas tout seuls en naviguant avec leur bateau pourri. Ils naviguent avec une flotte de kraken qui les couvre. Ok. Allez. C'est pour... voilà. Non, mais ça pose pas un problème. Non, 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 ta gueule, c'est magique. Ils sont avec des kraken. On avance. Ok. On avance. Écoutez, ce ne sont que des batailles navales. Ce sont que des batailles navales. Manowar ou Dreadfleet n'existe pas dans le monde de Warhammer. Donc on passe. Allez. Bah oui, les kraken de Slanurgle. Voilà, exactement, Zalibo. Donc ces gars-là débarquent. Merci Vax. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Ces gars-là vont débarquer, donc, et ils débarquent au sud d'Erengrad. Alors, je vais juste vous remettre la carte de départ. Alors, bon, elle n'est pas très utile au début. Non, je ne vous la mettrai pas. Vous n'avez qu'à suivre ce que je vous dis à l'oral. Parce qu'elle spoil le reste de la soirée. Donc, ces gars-là vont débarquer. Et je rappelle qu'ils sont que 3. Ils n'ont même pas voulu partir avec leur tribu. C'est ce qui est décrit dans le roman. Ils n'ont pas voulu partir avec leur tribu pour pouvoir avoir tous les honneurs.
Ok, donc mec, vous allez mourir. Tu sais, sur les 3 forces d'invasion, il en faut bien au moins une qui échoue. Quand même. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'ils attaquent quand même. Là, c'est l'Empire. Parce que enfin bref. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Pourquoi ils attaquent par le nord? Sachant que c'est le chemin très largement le plus loin. Parce que le but initial de l'invasion, c'est que les Glotkin, Guthrotspum et ces 3-là, donc les 3 forces d'invasion, arrivent en même temps à Geemnisnacht, donc à la nuit des mystères, à Aldorf, pour dégommer tout le monde. Et gagner contre l'Empire. Mais ils ont, rappelez-vous, hein, des créatures très 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 rapides. Attendez, on en est qu'au début du stream là. Donc ces gars-là débarquent à Erengrad. Déjà, ils décident pas d'achever Erengrad. Pourquoi ils n'achètent pas Erengrad? Erengrad, qui je le rappelle, hein, est l'un des endroits les plus faibles du Bastion Doré, parce que c'est l'endroit où il n'y a pas eu le sortilège de Gelt. C'est là où il y a les derniers survivants de Kislev qui sont brisés mentalement, où on t'explique que l'Ostland n'est pas là, parce que pourquoi il serait là l'Ostland? C'est que Erengrad, Kislev et toute la ligne des Osterforts, mais bon, c'est pas grave. Et ces gars-là se disent non, mais Erengrad, on s'en fout. Pourquoi on irait péter cette ville et ouvrir le chemin à toutes les forces du chaos du Nord? Non, on perd du temps. Donc on fonce vers le sud. Ils foncent en direction du sud parce que leur plan, c'est de rejoindre les monts du milieu. Vous connaissez certainement ces montagnes, ce sont les seules qui sont au centre de l'Empire, au centre de ces montagnes, dans l'énorme caldeira de ces montagnes. Si vous jouez à Total War Warhammer 3, vous démarrez Festus dans ces montagnes. Vous démarrez Festus parce que dans ces montagnes, il y a une forteresse qui s'appelle le fort d'Airain, qui est rempli de champions de Nurgle. Il n'y a pas un souci de nom. Mais c'est corne, non? Bah, c'est la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, Wags. Non, mais tu le sais, Wags, à ces soirées-là, si c'est ton premier message dans ce chat, je ne sais pas si tu suis les vidéos hein, sur YouTube, c'est des soirées pour se détendre ce soir. Voilà. J'ai lancé ça pendant l'été en me disant ça va pas durer longtemps, ça a beaucoup trop plu au chat, donc on prend plus de temps pour souffrir en douleur. Ah, c'est de l'airain mais rouillé. Ah, voilà, j'ai le cœur qui flanche. Le papier d'airain. Voilà, voilà, voilà. Donc, ces gars-là, en fait, leur plan, c'est d'aller dans ce fort d'airain, recruter tous les guerriers qui sont dedans, parce que ces guerriers du chaos ne sont pas sortis pendant toutes les attaques qui se passent absolument partout dans l'Empire, et qui d'ailleurs qu'ils ont toujours résisté face aux armées de l'Empire qui les ont attaqués hein, depuis des décennies. Mais bref, les Maggot Riders, donc le Riri Fifi Loulou, là, sont envoyés par les Glotkin pour recruter tous ces gens qui sont à l'intérieur du fort d'airain pour ensuite descendre sur Aldorf. Bon, pas de souci. Allez-y, faites-vous plaisir. Ça nous permettra de voir enfin les guerriers du chaos qui sont dans cette forteresse. Donc tout va bien. Et donc les gars vont traverser l'Ostland de nord à sud, enfin pas vraiment de nord à sud, mais de nord à ouest, sans jamais rencontrer la moindre résistance. Zéro résistance. Et pourtant, ils sont repérés par l'Ostland et les forces du Nordland. Bon, les forces du Nordland sont un petit peu en galère contre les forces de Guthrotspum. Normal que le Nordland n'agisse pas. Mais les forces de l'Ostland, qui pour l'instant on n'a pas entendu parler, les forces de l'Ostland, comme nous explique le roman, ne font rien contre ce trio car ils sont trop insignifiants. Alors qu'ils montent des créatures qu'on n'a jamais vues, qu'ils foncent en direction du centre de l'Empire, enfin bref, voilà.
What? Eritorek, voilà. Non mais s'ils font pas d'efforts aussi. Non mais le scénario. Non mais je vous l'avais dit, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Donc ces gars-là vont réussir à rallier le fort d'Airain. Et ils vont faire ça en un temps record, bien sûr. Parce que j'ai pas tout dit. Salut le fléau. Parce qu'il y a autre chose qui aide les Maggot Riders à aller très vite. L'autre chose, c'est que, franchement, presque dès qu'ils mettent le pied sur l'Empire depuis Erengrad, on t'explique, à moins que j'ai mal lu, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème dans la timeline, on t'explique que l'Empire est déjà contaminé. Il est contaminé par la fameuse mousse noire que je vous rappelle, qui est sortie des pots de Nurgle depuis Marienbourg, depuis l'assaut de Marienbourg par les Glotkin. Mais c'est là que tu fais, attends, mais ça veut dire que Marienbourg est déjà tombé? Alors qu'ils sont même pas encore au fort d'Airain? Non, parce que je vous remets la carte. Là, je vais vous la remettre. Bon, désolé pour le spoil, mais je vais vous la remettre quand même parce que c'est important, je trouve, en termes de coordination d'histoire. Parce que bon, je fais pas mal de JDR, j'aime bien que mes histoires soient coordonnées. On est d'accord que le chemin qu'ils font, c'est ça. Donc, comme vous voyez, ils arrivent du nord, tac, tac, tac. Tout ça, là, Fort Côtier, à tête de mort, c'est parce qu'ils passent avec leur armée de Kraken. Ils débarquent à l'ouest d'Erengrad. Ils ignorent Erengrad, qui est l'un des derniers morceaux de défense du bastion. Ils foncent à travers. Regardez-moi ça. Ils font de nord à est au plein milieu de l'Ostland. Rien du tout. Et ils t'expliquent déjà que l'Empire est contaminé. Sauf qu'il y a un problème. Si jamais ils sont ici et l'Empire est déjà contaminé, genre pas il y a une énergie dans l'air qui annonce l'arrivée. Non, 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 ils voient la mousse noire. Ça veut dire que Marienbourg est déjà tombé? Il y a un pays des trolls. Ah oui, non, mais il est bien plus loin. Franchement, tu fais pas d'effort de compréhension. Ah oui, allez, c'est vrai, je suis trop renfermé. Je suis trop renfermé. Bref. On n'est pas là pour parler des soucis de ça. On est là pour présenter ce qui se passe. On le rappelle encore une fois, c'est pour ça que j'ai fait ces streams. Donc, salut Komodo, bonsoir à toi. Ces gars-là vont rejoindre le fort d'Airain. Ils vont arriver au fort d'Airain, et à l'intérieur, ils ne vont pas tomber sur des maraudeurs. Ils ne vont pas tomber sur des guerriers du chaos. Ils ne vont même pas tomber sur des élus du chaos. Ils vont tomber sur une toute nouvelle unité. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ils vont tomber sur des figurines que vous connaissez sur la chaîne. Ce sont mes figurines que j'utilise en proxy. Ils vont tomber sur les Putrides Blight Kings. Ces unités, cette nouvelle unité qui a été créée pour la fin des temps, ce sont littéralement un mélange entre un élu du chaos de Nurgle et un ogre de Nurgle. C'est des élus de Nurgle, mais à 3 PV, au lieu d'un. Sur la chaîne, ce sont mes bêtes de Nurgle, tout à fait. Voilà. De souvenir, la fiche d'unité est OP du cul. Oui, 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 entre autres. Voilà. Plus un scénario. Oui, plus un scénario, bien sûr. Donc, pour vous donner les stats, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les deux séparés, c'est pas mal, mais fusionnés, ouais. Alors, pour donner les stats, pour ceux qui jouent au jeu physique, c'est des mecs qui ont CC 6. Pour des mecs de Nurgle qui, je le rappelle, en -1 pour être touchés au corps à corps. Taille de socle, c'est du 50 par 50. Force de 4, mais ils peuvent avoir un éventail d'armes. Endurance de 5 pour des figurines d'infanterie. 3 PV. Initiative pour des mecs de Nurgle de 5. 3 attaques, mais ils peuvent avoir un éventail d'armes. Commandement 8.
et armure à 3+. Et voilà. Donc bref, on n'est pas là pour parler des stats non plus. Ces gars-là sont une nouvelle unité, c'est la fin des temps, on sort des nouvelles unités, allons-y. Ils n'ont pas une régène avec... Non, ils n'ont pas de régène. Non, ça serait peut-être un peu pété. Par contre, ils peuvent avoir soit arme de base, soit arme... Alors, ils peuvent avoir 2 armes de base, arme de barre bouclier ou arme lourde. Donc, ils montent à force 6, les gars. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Donc, les Maggot Riders arrivent au fort d'Airain et se mettent en face des putrides et leur disent « Bonjour, on vous recrute. » Bon. C'est con, ça gâche les figurines qui sont stylées. Ouais, je sais, les figurines par contre sont ultra stylées, ça je l'avoue. Et bien entendu, les putrides ne veulent pas. Leur chef se rebelle. Leur chef dit mais attendez, on est des gars du chaos, nous. Vous n'allez pas nous recruter comme ça, il faut qu'on combatte. Sauf qu'en face, ce sont les Maggot Riders. Et donc, tu as le chef là, Ogor, celui, je vous rappelle, avec ses 2 hallebardes dans les mains, va décapiter les chefs qui ne vont pas être d'accord avec lui. Et c'est comme ça qu'il va recruter les putrides. Sauf que les putrides, ils sont dans le fort d'Airain. Ils sont pas sur une région, ils sont dans un fort. Donc ils sont pas super nombreux. On t'explique, alors c'est pas précisé hein, le nombre qu'ils sont, mais on t'explique que les putrides, en fait ils sont si peu nombreux dans le fort que les Maggot Riders peuvent les transporter. Ah, attendez. Ils peuvent les transporter parce que les putrides plantent leurs armes dans le corps de leur monture pour pouvoir s'en servir de monture, eux aussi. Et vu que c'est du Nurgle, ils peuvent rester accrochés sur la bébête non-stop. Et ils vont, les Maggot Riders, vont repartir du fort d'Airain. Littéralement, vous savez, comme les chars Sherman dans la Seconde Guerre mondiale que tu vois sur les images de reportage de l'époque où il y a plein de soldats dessus qui veulent pas marcher et qui sont tous assis dessus. Ils sont 2 pélés, 3 tondus, les mecs, voilà. Les forces du bien ont le droit de nouvelles unités durant la fin des temps. Passe ton chemin, Jonah. De l'infanterie montée Nurgle et inventer les dragons. Ouais, voilà, là. Dis-moi que c'est juste ton prochain scénario de JDR. Non, non, non. Moi, j'essaie de faire des trucs qui tiennent la route, au moins. Donc, tu comprends que, allez, ils peuvent en transporter. Regarde, vous avez l'image. Vous avez l'image sous les yeux, hein, véritablement. Vous avez l'image sous les yeux. T'as un seigneur de Nurgle qui monte le truc. Bon, on va dire qu'un putride, c'est 2 tiers plus petit qu'un seigneur de Nurgle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en transportent 7 chacun. 7 x 3, c'est 14, 7, 8, 9, 10, ils sont 20. Ils sont 20, les gars, quoi. Ils sont 20, allez, 25. Allez, on dit qu'ils sont 25. 25 pour envahir l'Empire par le nord. Ils font la même taille en figue, en tout cas. Que les monteurs, ouais, ben on va compter qu'ils sont un peu plus petits. Salut Yatiri, t'as rien loupé. On dirait des poux au microscope, ouais, un peu, ouais. Donc, le fait que ces gars-là sont envoyés en force d'invasion à 3, ils réussissent leur invasion, entre guillemets, leur recrutement en tout cas, en recrutant 25 gars. 7 x 3 égale 25. Non, mais je veux dire 25 en large, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tient sous le ventre ou un truc comme ça. Donc, 25 gars plus les 3 magottes. Et ces gars-là, donc, ayant réussi leur recrutement depuis le fort d'Airain. Ah putain, mais j'en peux plus. Ces gars-là partent au sud, en direction d'Aldorf pour suivre le plan. Nous étions 3 et par un pro en fort, nous voilà 28. Sauf que ces gars-là, cette trentaine de gars, cette moins de trentaine de gars, vont passer à côté de Wolfenburg, capitale de l'Ostland, vont passer le long de Ergig, capitale du Auckland, qui est spécialiste pour les embuscades dans les bois, et vont se diriger vers le Talabecland sans jamais rencontrer la moindre résistance.
Et de plus en plus qu'ils vont descendre vers le sud, à une vitesse incommensurable bien sûr, parce que leur monture fait fuck off les distances, fuck off le relief, fuck off le scénario. Ces gars-là, voyant qu'ils ont même peut-être un peu d'avance, mais parce qu'en plus ils ont de l'avance, hein, ils se disent, on ne peut pas passer une saison sans tuer quelqu'un. Je m'étais cassé d'une triple carmélite pour continuer à t'écouter. C'est champion de Norgal avant de Splinter Cell, c'est peut-être. Il se téléporterait, ça serait pareil, non? Oui, ça serait pareil, mais au moins t'aurais une espèce de corrélation de scénario. Norgal, c'est bon, j'ai négocié avec le scénario, c'est ça. Et ces gars-là se disent, bon, on ne peut pas descendre sur Aldorf sans faire un petit coup d'éclat quand même par rapport aux dieux, quoi. Quand même, on est des guerriers du chaos. Ça fait une saison qu'on tue personne. Il y a un truc qui va pas bien se passer. Et donc ces gars-là, avec leurs 30 gars, enfin leurs 25 gars et leurs 3 bestioles, se disent, eh, tu sais quoi, on passe juste à côté, viens on les défonce, et ils décident d'attaquer Talabeim. Talabeim. Je vous ai fait une soirée entière de lore sur cette ville. Talabeim, je le rappelle, c'est la ville construite dans la caldeira d'un volcan gigantesque. C'est Yellowstone, si vous voulez. C'est 80 km de caldeira. C'est un truc impassable. Toutes les bordures de la caldeira du volcan, que je vous entoure là avec ma souris, toute la bordure de la caldeira possède des forteresses, des fortins. Et vous avez un seul point d'entrée à Talabeim. C'est le Talagrad, ici même. L'énorme fortification, ici même. C'est la plus grosse tour de défense et la porte d'entrée qui mène dans le cratère, qui possède son eau, ses champs, sa ville, ses villages, bref, son autarcie. Impensable, mais pas avec le scénario, c'est ça. C'est une caldeira qui a la capitale, un lac et des villages exactement avec Tajan. C'est littéralement un site impérial dans l'Empire. C'est une honte si le chaos gagne la bataille. Mais attends, il y a tiré, attends, on n'a pas commencé. On n'a même pas encore commencé. Donc tout simplement, la petite trentaine se dit, on a nos chances. Les mecs sont confiants, n'empêche. Hein, les mecs sont ultra confiants. Pourquoi ils se disent qu'ils ont confiance? Parce que partout où ils passent dans l'Empire, alors que je rappelle, ils passent dans les bois, parce que personne ne vit dans les bois dans l'Empire, ils croisent la mousse noire, les maladies, tout ce que je vous raconte à cause de l'incursion des Glotkins qui ont lâché leur amphore dans les eaux du Reik. On t'explique que le Talabeg commence lui aussi à être un petit peu atteint, que le Reik n'est plus qu'un immense champ de mousse noire. On t'explique plein de choses du genre, la maladie est partout, c'est la merde absolument partout. Sauf que, on t'explique aussi par le roman que Talabeim est protégé de ça. Pourquoi? Parce que Talabeim est dans sa caldeira. Talabeim, dès qu'ils ont entendu parler des premières épidémies, ont fermé le Talagrad et donc sont en autarcie complète. C'est-à-dire que toute la forteresse est en protection militaire, enfin toute la caldeira est en protection militaire, et que la ville est en autarcie et n'a pas de malade. Attaquer de front le Talagrad, c'était la mort. Bien entendu, les Maggot Riders le savent. Ils reconnaissent la structure quand ils l'ont sous les yeux. Ils se disent, ouais, non, c'est pas possible. Eux, ils arrivent par le nord. Et en arrivant par le nord, ils se disent, bon, on fonce à travers. Et puis, on va prendre la ville et on fait brûler la ville. Parce que, n'oubliez pas que leur monture, les fameux Maggots, qu'on n'a jamais entendu parler, hein, bien sûr, les fameux Maggots, s'en foutent du relief. Ils sont capables de monter comme le cheval de Skyrim sur une pente à 90 degrés sur plusieurs centaines de mètres. Bien entendu, les Maggot Riders, avec, je le rappelle bien, les mecs accrochés dessus, hein, les putrides accrochés sur eux, vont donc attaquer les fortins du nord en passant directement par les montagnes, chose bien entendu que les défenseurs n'avaient jamais prévue. Ils ont fait des succès critiques. Ouais, tant qu'ils ont réussi leur jet, ouais, c'est ça. Donc les gars,
vont défoncer la garnison du Nord et vont s'infiltrer dans le cratère. Et en s'infiltrant dans le cratère, qui est un cratère de 80 km de large, hein, c'est gigantesque, ils vont réussir à atteindre Talabheim pendant la nuit sans être véritablement inquiétés par les impériaux. Sauf que bien sûr, cependant, ils sont quand même à Talabheim, avoir attaqué un fortin de la caldeira. Le scénario essaie quand même de raccrocher sa concordance qu'il a toujours donnée. À un moment, ça s'aperçoit que le fortin a été détruit, qu'il y a une incursion qui passe. Donc des feux d'alerte sont montés, et Talabheim se met en armes. Et justement, incroyable, hein, mais les impériaux vont tenir. Les impériaux vont tenir. Incroyable. Ils vont réussir. Alors, par contre, on t'explique que dès que les 3 magots chargent ensemble, rien ne peut l'arrêter. Par contre, une fois qu'ils arrivent à être un peu séparés, ils vont prendre cher. Ils commencent à être percés, t'as une créature qui se fait éventrer, etc. Mais c'est du Nurgle, donc elle régénère tout de suite. Bref, ils font un raid à l'intérieur de la caldeira, avec les putrides, je le rappelle bien. Donc avec les mecs accrochés sur les bestioles qui lâchent le crochet et qui foncent après au corps à corps. Mais en fait, on comprend qu'ils vont se faire repousser. Les Maggot Riders, Ri, Fifi, Loulou et leurs pustules vont être repoussés. Et on t'explique que seulement un tiers des putrides vont survivre à ça. Donc les Maggot Riders sont repoussés. Ils sont repoussés par le flanc sud. Non, attends, par le flanc sud ou par le flanc nord? Attends. Attendez, je revérifie. C'est pas précisé. Eh ben écoute, qu'importe, on s'en fout. Ils sont repoussés dans la forêt aux alentours. Et il va n'y avoir qu'une douzaine, même pas une douzaine, une dizaine de putrides qui aura survécu. Donc victoire. Victoire pour l'Empire. Eh ben il m'a tenu. Putain. Première fois, je le précise, première fois dans le roman entier Glotkin, une unité du bien tient la ligne. Incroyable. Cependant, qui c'est-il qui arrive juste après? Qui arrive après la défaite des putrides et des Riri-Fifi Loulou? Eh bien, ce sont les hommes bêtes. Encore. Vous savez, la faction que Games Workshop a littéralement stérilisé avec un fer rouge en ne leur donnant pas leurs règles de V8. Et qui c'est en plus, parmi les hommes bêtes, qui vient aider les Maggot Riders à ce moment-là? Et c'est là que tu dis, mais attends, quoi? Ce n'est ni plus ni moins que l'annonciateur. Et c'est là où je veux en venir par rapport au problème de la timeline. L'annonciateur, c'est lui. C'est un homme bête qu'on n'a jamais entendu parler, mais c'est la figurine du chaman homme bête plastique qu'ils avaient sorti pour la V8. Vous reconnaissez? Le seul problème, c'est que l'annonciateur, en termes de timeline, en ce moment même, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre, là, regardez. En ce moment même, il devrait être, selon ce que j'ai compris du roman, avec Guthrotspum à peu près 250 km de là à l'ouest. Ou alors, il n'a pas encore rencontré Guthrotspum, mais il est quand même à 250 km de l'endroit où il devrait être selon le scénario. Le sentier des bêtes. Le sentier des bêtes pour expliquer ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a une cape, tout est dit. Bonsoir Nico. Un jumeau scénar protège, on va dire ça. Et donc l'annonciateur
Ce chaman homme bête, même pas Malagor, hein. Parce que Malagor, juste, Malagor, on en a parlé, Malagor, hein, dans tout le livre Nagash. Dans tout le livre Nagash, c'est lui qui dirige les hommes bêtes de l'Empire. Où est Malagor? En plus, Malagor, il vole. Donc ça expliquerait qu'il soit super rapide entre les timelines. Mais non, l'annonciateur. C'est dommage quand même d'avoir... Là par contre, tu vois, ils ont créé 3 seigneurs légendaires, x3, enfin x6, enfin pardon, oui, enfin dédoublé ou triplé pour Nurgle, parce qu'ils n'avaient pas de seigneurs légendaires. Mais les hommes bêtes ont des seigneurs légendaires, mais ils les utilisent à chier. Donc ils n'ont pas arrêté en fait de cracher sur leurs hommes bêtes. Bref, encore une fois, je m'égare. En fait, il ne faut pas que je lise une journée avant, parce que j'ai du recul. Je lise 1 heure avant le stream. Comme ça, j'ai moins de recul et je peux moins gueuler. Est-ce que l'annonciateur serait pas un titre? Oui, mais c'est pas Malagor. Et l'annonciateur, t'en as qu'un techniquement parce qu'il a des fioles qui lui permettent de faire des rituels. Il a des fioles spécifiques. C'est pas rien, parce qu'il fait les mêmes choses qu'il fait avec les Gutrot Spam. Bref. Donc l'annonciateur, il va voir les Maggot Riders en leur expliquant que ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Et en fait, le Maggot Rider, les Maggot Riders, le Riri, Fifi, Loulou et leur putride vont rejoindre la harde de l'annonciateur qui est regroupée autour de Pierre des Hardes. Ces pierres des Hardes sont intégralement recouvertes des habitants des villages alentours. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les pierres des Hardes, elles sont enroulées de morts. Les attaques comme bêtes, les ravages pendant une tempête du chaos, ça va, je peux comprendre. Et donc, un rituel va se passer. Et le rituel va tout simplement avec l'annonciateur qui va, si je ne me trompe pas dans le roman, prendre une de ses fioles qui contient du sang démoniaque qu'il va se faire glisser sur la langue. Il va se couper lui-même la langue en faisant des spasmes d'énergie. Et en mêlant son sang, le sang du démon, son psaume, son sortilège, l'énergie magique, le scénario, les figurines games à acheter, le compte en banque PEL, PLS, tout ça, il va faire exploser ce chaman, exploser toutes les pierres des Hardes de la grande forêt, de la forêt des ombres et de la Dragwald. Tranquille. Tranquille. Et je rappelle que c'est même pas Gamely Snart là. Ce n'est même pas la nuit des mystères où l'énergie est la plus puissante dans le monde de Warhammer. Drop the mic, bah comme ça c'est nettoyé. L'annonciature Megumine, j'ai la ref. Explosion. Rugby, vive l'Irlande. Oula, oula, ça dépend. S'il y a la France, non. Samedi matin comme un autre. Exactement, double de breton. Et c'est pas tout. Parce que si, ça serait trop facile. L'annonciateur, par ce rituel, va réussir à faire péter les pierres, les pierres gardiennes, pardon, les pierres des Hardes des forêts centrales de l'Empire. Cependant, de cette explosion de chaque pierre ne va pas rester un cratère, des flammes ou de la magie ésotérique. De l'explosion de ces pierres vont s'ouvrir à chaque emplacement, des failles menant directement dans les royaumes du chaos. Et de ces failles vont sortir une armée intégrale de démons de Nurgle. Littéralement, les armées de Nurgle sortent de ces failles.
Quelqu'un a tenu le compte des cependant depuis le début. C'est bourrin. Mais bien sûr... Nurgle l'a dit, tu n'es rien. Ils servent enfin à quelque chose, ces menhirs. Bah oui, voilà, on a enfin l'explication. Bon, là, c'est fini. Attends, parce que c'est pas fini, justement. De ces armées de Nurgle, regardez, donc on les voit là, ils sont là. Hein, on les voit, regardez. Là, il y a les Maggots, ils sont ici. Hein. Il y a les Grands Immondes, il y a les drones de la peste, il y a les porte-pestes et les putrides. Tout le monde est là. Image d'AOS, hein, d'ailleurs. Mais en plus, sortent de ces failles un démon. Un démon qui n'est pas un grand immonde, qui n'est qu'un héros exalté, qui est monté sur un palanquin, et qui n'est rien d'autre qu'Epidemius. Et Epidemius, c'est le scribe de Nurgle. C'est-à-dire qu'il arpente les différents mondes, les différentes sphères, pour recenser toutes les maladies que Père Nurgle a créées. Epidemius va donc être le général des armées de démons qui vont sortir de ces failles. Et il va directement s'allier au Maggot Rider à Riffifiloulou. Et Riffifiloulou, voyant que d'un coup, ils ont le renfort non seulement des hommes bêtes de l'annonciateur, parce que oui, le gars il est dédoublé, mais son armée aussi est dédoublée, mais ils reçoivent aussi les légions démoniaques de Nurgle. Et là, ils se disent, bon, on vient de se prendre une petite déculottée à Talabheim. Est-ce qu'on retenterait pas le coup? Maître Epidemius, excusez-moi de vous déranger dans vos notes. C'est littéralement ce qui est dit dans le roman, hein, je reprends les termes exacts. Excusez-moi de vous déranger dans vos notes, mais est-ce que vous auriez une solution pour prendre ce cratère? Et Epidemius, il va s'arrêter d'écrire, chose qu'il normalement n'est pas capable de faire. Il va s'arrêter d'écrire. Il va descendre de son palanquin. Il va regarder la grosse bébête, le monstre, le Maggot de Ogor, donc le plus puissant des gars qui vient de lui adresser la parole. Et il va tendre la main. Vers quoi? Vers quoi? On l'avait oublié dans le scénario. L'amphore. Et il va parler aux Maggot Rider en leur disant: et on ne peut pas prendre la ville de l'intérieur, faisons en sorte que les habitants de la ville en sortent. Donc non seulement Epidemius, il n'a pas non seulement le giga de Chad, mais il est en plus un beau parleur. Responsable logistique, c'est ça. Il ne la garde pas pour la capitale, non? Eh bien non. C'était le dernier atout cheaté du code qu'avait donné Nurgle et ils vont devoir l'utiliser pour Talabheim, qui, je le rappelle, n'est pas dans la mission. Ils sont censés juste passer et foncer vers le sud. Mais là, ils se sentent plus pissés, les Maggot Riders. Ils ont une armée de démons, ils ont les hommes bêtes, ils y retournent. C'est Gandhi. Attends, les 3 Maggots, ils n'y avaient pas pensé, mais ils sont cons. Oui, et puis Metal Liquid, ils ont attaqué la cité majeure du centre de l'Empire à 3 avec une trentaine de puants. Et durant toute la bataille, en passant dans les montagnes et en descendant dans la vallée et en s'enfuyant, ils n'ont pas cassé l'amphore. Alors que Gutrotspum, il gagne la bataille. Il va sur un cadavre d'Arachnarok. L'Arachnarok, il compte des peaux vertes, donc en termes de corps à corps, c'est encore pire, je trouve. Il casse pas l'amphore, mais en touchant le cadavre d'une Arachnarok, elle lui met un dernier taquet de spasme. Il vole à travers la pièce, il tape son hôtel, l'amphore tombe, elle casse. Pour que la forêt s'ouvre devant eux et qu'ils avancent plus vite. Merci Flix pour le follow et bienvenue parmi la Résistance Battle qui pète un câble comme tous les vendredis soirs vu qu'on parle de la fin des temps. Et donc, Epidemius va expliquer au Maggot Rider que cet objet n'est pas seulement pour être pété. Non, 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 non. Il peut être utilisé pour faire un sortilège. Pas con, hein? Et si j'ai bien compris le sortilège,
Je sais plus si c'est les Maggot Riders ou si c'est l'homme-bête ou si c'est Epidemius lui-même, je sais plus. Ça, c'est des détails, hein, c'est des détails. Merci Bonnie et Tank, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Ils vont verser le contenant, qui, je le rappelle, le contenant qui contient un truc qui est capable de contaminer les divers univers du monde de Warhammer, y compris celui des dieux. Et ils vont le verser, merci beaucoup Kirkanos pour ton 7e mois de sub, ça fait du bien, je t'assure, ça fait du bien. Ils vont verser le contenant dans un énorme bûcher. Un énorme bûcher où il y a les cadavres, bien entendu, hein, de ceux qui n'ont pas pété avec les pierres. Des prisonniers. Et de la fumée qui va en sortir, c'est une fumée toxique qui va en sortir, qui va s'agglutiner sous les nuages naturels du monde de Warhammer, parce qu'attendez, il y a une cohérence, il y a des nuages naturels et des nuages ta gueule, c'est magique. Et à partir de là, va s'abattre sur le cratère entier de Talabheim un orage. Bon, c'est un sortilège, on a compris, ça va rendre les gens malades. Ok, ils vont les faire mourir de la maladie, technique de Nurgle. C'est un siège, donc ils vont les faire mourir de la maladie. Mais ça, c'est un siège cordial. Les mecs, on est dans la fin des temps. Il va se mettre à pleuvoir du pu et de la bile pendant des heures. Mais ça va tomber comme une averse d'orage d'été où il n'y a pas plu depuis 3 semaines et où tu as les nuages noirs qui sont accumulés depuis 2 jours. Et ça ne va pas s'arrêter pendant une nuit et une journée entière. Voilà, c'est la mousson. C'est une mousson si vous voulez, voilà. Mais c'est une mousson qui a l'air de ne pas s'arrêter. Alors, si je me rappelle, c'est de la bile, c'est du pu et c'est de l'acide. Donc du genre, ouais, mais s'il s'abrite sous des trucs qui sont pas malades. Non, 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 ta gueule, c'est magique, c'est de l'acide magique. Une vraie pluie acide, littéralement. Je croyais qu'il allait pleuvoir des Nurglings. Même pas, ça aurait été fun qu'il pleuve des Nurglings. Mais non, c'est juste de la maladie. Et en fait, ça se concentre tout au-dessus de Talabheim et donc au-dessus de la caldeira. Salut Marie, bisous. Et ça va inonder la caldeira. Non, j'ai pas encore mangé, ma chérie. Ça va inonder la caldeira. 80 km. Naturel. C'est où cette ville? C'est Talabheim, Body Tanks. C'est la cité intérieure de l'Empire. C'est l'œil de la forêt. Attention. Ça va recouvrir le sol, noyer le cratère. Les habitants vont être recouverts de pus, d'immondices et de trucs dégueulasses comme ça jusqu'aux hanches en plusieurs heures. Il en faudra pas plus. Talabheim est foutu. Il faut qu'il fasse une sortie. Et c'est là que la seule bataille de ce chapitre commence. Et là, franchement, je vais faire la même que dans le roman. Les forces en présence. Les Maggot Riders, c'est-à-dire Ogort, Bloab et Morbidex. Epidemius avec son armée de démons de Nurgle. Et les Putrides. Sans compter bien sûr les hommes bêtes présents. Parce que les hommes bêtes présents sont vraiment à peine notés. Hein. Tous ces gars-là, donc de l'indémoralisable, des démons, des hommes bêtes en maraude, des créatures qu'on n'a jamais vues, des unités qu'on n'a jamais vues, que des héros légendaires de Nurgle, contre Adric Verbois, ermite, change-forme, sorcier de la bête, Reban Grace, naturel colérique, commandant efficace, ingénieur von Strehoff, ingénieur disgracié de l'école, ayant incroyable avec lui le tank à vapeur Miragliano qui était dans les carlingues de, enfin dans le scénario de Talabheim parce qu'il fallait sortir quand même un tank à vapeur. Et les troupes pas encore malades de Talabheim, c'est-à-dire des arquebusiers, des lanciers, des halbardiers, quelques canons et des flagellants.
Talabheim. Talabheim. Site de Tal, grand protecteur des bois et des animaux. L'un des endroits où les demi-griffons ont été dressés pour la première fois. Il n'y a aucune cavalerie. Aucun demi-griffon. À part un mage de la bête qui ne sait quasiment qu'une seule chose, se transformer en créature et donc ne plus faire de magie, il n'y a rien d'autre dans cette ville. Ça a l'air pas équilibré sur le papier. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais Tal, c'est pas le dieu qui se fait bouffer par l'enfant des Glotkin. En ce moment, oui, il est malade, Tal. Je vais en parler à la fin de l'histoire, à la fin de ce chapitre. Et là, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. Aucune de ces unités ne va faire quelque chose. Vraiment. Les putrides vont survivre à la bataille alors qu'ils sont plus qu'une douzaine, une dizaine. Les bêtes de Nurgle et les drones de Nurgle, créatures qui, on s'en fout si elles meurent parce que ce sont des démons, ils peuvent être réinvoqués, vont se faire à la fois détruire, puis vont prendre l'ascendant en ayant des renforts, puis vont se refaire détruire, puis vont reprendre l'ascendant, etc. etc., etc. Les bêtes de Nurgle, je me rappelle, sont toutes tuées de mémoire par le tank à vapeur Miragliano. Et le tank à vapeur Miragliano survit à des bêtes de Nurgle, mais par contre ne survivra pas à la horde de Nurglings qui va rentrer dans tous ses rouages et même dans le canon qui va le faire péter de l'intérieur. Ok. Les lames du cratère qui sont censés être des mecs surentraînés pour défendre leur territoire ne vont même pas tenir face aux porte-pestes. Les rustres de Talabheim, ce sont à la fois les miliciens et tout ça, ils vont se faire massacrer les uns après les autres. Les marcheurs hallucinés qui sont l'énorme tas de flagellants en eux-mêmes, parce qu'ils sont rendus fous, la ville est devenue folle à cause du scénario en pluie de l'amphore, vont se faire tous massacrer par les Maggot Riders. Les balles de bronze vont faire parler d'elles plus d'une fois, alors c'est un régiment qu'on n'a quasiment jamais entendu parler, sauf si tu fais du JDR. Adric Verbois, donc la Manticore, le mec transformé en Manticore, se dit, sorcier transformé en Manticore, se dit qu'il a toutes ses chances de one by one, enfin one by three, il a toutes ses chances tout seul contre le trio de Rififiloulou. Plus Epidemius, pardon, j'ai oublié. Plus les putrides. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Donc en fait, le gars, solo, il se dit, je vais me prendre les 3 seigneurs de Nurgle, plus le démon exalté, plus leurs unités qu'on n'a jamais vues. Bien entendu qu'il se fera défoncer la gueule. Le chef ingénieur va mourir dans l'explosion de son tank à vapeur. Et l'explosion du tank à vapeur va trancher la gorge avec les éclats de métal. Va trancher la gorge de Reban Gress, le général dont on n'a jamais entendu parler. Et Talabheim va disparaître en 2 pages. Pas 2 pages recto verso. 2 pages. Même Marienbourg a tenu plus longtemps que Talabheim. C'est toujours plus que Cathay. Bah, surtout que Cathay, ils sont même pas mentionnés. J'aime les plans qui se déroulent sans accroc. Mon perso préféré, c'est Cetra. Comment il a fini? Eh bien, Body Tank, je te conseille, si jamais tu ne me connais pas, je te conseille de ma chaîne YouTube où tu auras la rediff de tous ces streams. On a parlé de Cetra il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines maintenant, et ça a dû sortir la semaine dernière sur YouTube. Mais si tu veux te faire toute la session, pour bien comprendre tout ce qui se passe, tu as quelques heures devant toi pour passer une bonne soirée. C'est toujours mieux que la Bretonie. Oui, par exemple, tu sauras ce qui se passe pour la Bretonie, par exemple. Ça peut être très intéressant. On doit en être au 8e stream à peu près, je crois, là, sur la fin des temps. Peut-être même 9. Mais je suis sûr que ça peut valoir le coup d'œil, surtout si tu es un fan de Cetra. Et à partir de là, vous l'avez compris donc,
plus rien ne peut arrêter Nurgle. Toujours mieux qu'il se lève, putain. À partir de là, donc vous l'avez bien compris, hein, 3 axes d'invasion. L'ouest, avec les Glotkin qui attaquent Marienbourg. Le nord, avec Guthrotspum qui passe par la Dragwald. Et le nord-est, en passant par le Fort d'Airain et Talabheim, avec les Maggot Riders. Les 3 axes attaquant l'Empire n'auront aucune perte significative et vont abattre tout ce qu'il y aura sur leur chemin. Salut office de tourisme de l'Averland. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai raté beaucoup le bien père, j'imagine. On est dans le moment où tu te dis que c'est déjà fini et qu'on est au 2e livre seulement. Toujours mieux que Bordelot. Oui, je vous rappelle que Bordelot a disparu en une nuit. Hein. La cité en elle-même, il n'y a plus rien. Donc là, vous comprenez que c'est grave la merde. Tout est perdu pour l'Empire. À ce moment-là, vraiment, tu lis ça, tu fais, mais non, mais tout est perdu, il n'y a plus rien de rattrapable. Nurgle va gagner. Les autres dieux, ils font quoi? Eh bien, c'est une excellente question, Jonah. Eh bien, sache que on ne saura absolument pas ce que fait Tzeentch pendant tous ses romans. On va avoir le dernier roman, bien entendu, qui va beaucoup nous parler de cornes. Et on aura pas mal de petites mentions de Slaanesh dans le prochain livre qui sera Kane. Mais là, c'est Nurgle. Là, c'est très Nurgle. Et Ashut, il fait quoi? Ah, Ashut, mais il est mort, Ashut. Ashut, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existe pas dans le lore. Il n'y a pas de figurine à vendre. C'est marre. Sois réactif un peu. Kugat, il boit du thé peinard. Alors non. Body Tank, que fait Kugat et que fait Festus? Que font ces deux-là durant tout ce qui se passe ici? Parce que n'oubliez pas que c'est un peu le fil rouge de ces romans, Festus et Kugat. Eh ben, ils sont sous Aldorf, tous les deux, et ils font de la cuisine. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ça et de faire de l'effet de mise en scène. Ils font naître, en fait, ils font naître un brouillard par des procédés incroyables de magie ésotérique de Nurgle sous Aldorf pour préparer l'attaque, en fait, que va subir Aldorf. Ils font créer un vent de panique, un vent de maladie, bien sûr, et Kugat aide Festus à créer la potion parfaite qui pourra faire popper l'armée de démons au centre d'Aldorf. Festus est en train de passer le cap. Il n'est plus un Festus comme on le connaît de base. Il est un Festus exalté. Il devient un grand champion de Nurgle. Ça fait créer des tensions dans l'Empire. Ça fait beaucoup de bordel. Donc ça, c'est la base. Mais, qu'est-ce qui se passe à côté de tout ça? Nurgle est prêt à abattre l'Empire. Ils sont prêts à gagner. Aldorf sera leur prochaine étape. Et leur prochaine étape risque bien de se solder par une victoire. Mais, il y a plusieurs choses qui vont rester une menace pour le chaos. Il y a déjà ce tracé rouge que vous voyez à l'écran, qui est parti d'Effengen. Effengen, je le rappelle bien, la cité qui a vu la disparition de Karl Franz, mais qui a quand même, et qui a eu aussi été une défaite à travers le Bastion Doré, mais qui a été tanké par les forces de l'Ostermark et les forces du Tel-Aviv-Land. Il y a Vlad von Karstein. Vlad von Karstein qui a survécu à la bataille de Effengen et qui sait qu'il est obligé de rebrousser chemin, de refaire un peu ses forces en Sylvanie et de repartir au plus vite en direction d'Aldorf parce qu'il le sait, si Aldorf tombe, tout est perdu. Vlad von Karstein va aller en Sylvanie. Il va se rendre compte lui aussi que la Sylvanie est contaminée par Nurgle. Il comprend qu'elle est moins contaminée que le reste de l'Empire parce qu'il y a tellement d'énergie de la mort que c'est contradictoire avec Nurgle. Mais même ça est contré. Tellement Nurgle est virulent. Et encore une fois, là, on est en fin d'été. C'est-à-dire que, je remontre la carte, encore une fois, j'arrive pas avec cette timeline. La bataille de Marienbourg qui se passe pendant l'été, au début de l'été, ils font péter l'amphore de Nurgle ici. En 2 mois, l'invasion est là. Ou encore mieux, elle est là-haut.
Si ça, c'est pas du cheat code, bref, je m'égare. Donc, Vlad va, bien entendu, se diriger vers Altdorf et il va même envoyer un message aux impériaux. Pire que le Covid, les pauvres, littéralement. Speed, speed boy! Il va envoyer un message aux impériaux, leur proposant une alliance officielle de leur côté. De leur côté, Karl Franz. Alors, je rappelle que dans ses troupes, hein, à Vlad, dans ses troupes, il y a Balthazar Gelt, hein, jeune nécromancien maintenant. Hein, je le rappelle, il y a Gelt dans ses troupes. Hein, je le rappelle. Pendant ce temps, alors attendez, je cherche mon icono parce que j'avais oublié qu'il était là, lui, et il faut que je le remontre quand même. Il est où, bordel? Il est là. Pendant ce temps, on t'explique que Kurtelborg est aussi à Altdorf. Kurtelborg, c'est le Rex Marshal. Le Rex Marshal est justement régent de l'Empire maintenant parce que Volkmar est mort, l'Empereur est disparu, les comptes électeurs sont quasiment tous morts. Kurtelborg est régent de l'Empire. Il est à Altdorf et on t'explique que tout d'abord, Merci beaucoup, l'Office Tourisme de la Verlande. Merci beaucoup pour ton sub du 6e mois. Merci beaucoup. Ah non, pour le sub pour 6 mois d'avance. Merci beaucoup à toi. On t'explique que Kurtelborg, il est en train de mater les cultistes de Nurgle qui sont partout en ville. Et il est aussi un peu en train de mater les pseudos vaincus dans leur tête. Ça lui pèse. Kurtelborg, il est au bord du craquage. Il est en train de craquer mentalement, véritablement. Tu sens que le gars, il est en train de faire beaucoup plus du bourrinisme sur des pauvres paysans et des habitants de l'Empire qu'il devrait protéger, plutôt qu'affronter le mal énorme qu'il attaque. T'as une scène qui est assez émouvante pour ce personnage. Tu sens qu'il est tiré par la fatigue, qu'il est en train de mourir lui-même de sa propre affliction, enfin pas de l'affliction de la maladie, mais de sa propre fatigue. Il est en train vraiment de craquer. Il a son épée dans la main, il est en haut du palais impérial et il regarde la ville en train de brûler, des bûchers, des gens malades et des gens qui refusent de se soumettre à l'autorité, des rebelles hein, littéralement. Et il regarde son épée ensanglantée où il a tué plein de gens, en fait, des habitants de l'Empire, techniquement. Et il se dit, putain, c'est la première fois que je ne me sens pas capable de battre mon ennemi parce que je ne peux pas l'affronter avec mon épée. C'est des maladies, c'est des démons, c'est des choses comme ça. C'est compliqué pour l'affronter à l'épée. Donc il est en train un petit peu d'être comme ça. Tu comprends qu'il recevra la lettre. Il recevra la lettre avec son conseil, ses capitaines de la Reichsguard, ses plus fervents protecteurs et tout. Il va recevoir la lettre de Vlad von Carstein lui proposant une alliance et pour qu'il accepte l'alliance et qu'il demande une entrevue avec Vlad, Kurtelborg doit allumer un fanal au sommet de la plus haute tour d'Altdorf, chose qu'il se refusera. Kurtelborg va refuser ça lorsqu'il va recevoir la lettre, non seulement parce que la lettre, quand le sergent de la Reichsguard la lit, ça lui boit littéralement presque la moitié de son âme. What the fuck, c'est quoi cette lettre ? Bref, la situation dans l'Empire est extrêmement tendue, même du point de vue de ses généraux. On a un clin d'œil de un paragraphe gros comme ça. Hein. On a un clin d'œil d'un homme recouvert de fourrure, portant un croc runique, tenant à la laisse un griffon impérial qui ne peut pas voler parce qu'il est encore blessé et que lui-même aussi, cet humain, est encore un peu blessé. Et il est en train, je remontre la carte, si jamais vous l'aviez oublié, et qu'il est en train de faire le chemin depuis Effengen jusqu'à Altdorf. Vous voyez tout ça là. Et qu'il fait ce chemin incognito. Personne n'arrive à le reconnaître, alors que je rappelle que le gars tient en laisse à côté de lui le plus gros griffon qu'on peut trouver dans tout l'Empire. Ah putain, heureusement que c'est la fin, j'étais en train de craquer. Et enfin, il y a un dernier point de vue, enfin, il y a deux derniers points de vue, excusez-moi,
il y a deux derniers points de vue. Il y a le point de vue que nous avons, incroyable mais vrai, de l'autre côté des montagnes, à l'ouest. Louan Cœur de Lion. Oh my god. Attends, quoi? Louan Cœur de Lion? Bretonie. Oh, c'est pas vrai. Il est pas mort? Eh bien, justement, d'avoue, rebondissons là-dessus. Je le rappelle que Louan Cœur de Lion, début de la fin des temps, premier stream que nous avons fait sur ce fil rouge, Louan Cœur de Lion a été battu et laissé pour mort, emmené par les prophétesses de la Dame du Lac sur l'île censée l'amener à la mort, et que, depuis le début, tout le monde le croit mort. Et ben non. Sauf que, attention, il n'est plus le roi de la Bretonie. Ah non. Il a été vaincu. Il est mort, techniquement, entre guillemets. Il a été remplacé par ni plus ni moins que Sacremort. C'est-à-dire Aka, le chevalier de Sinople, Aka, Gilles le Breton. Gilles le Breton s'est donc réincarné et en fait était depuis le début le chevalier de Sinople. Quand il a enlevé son masque, tout le monde a reconnu un mec qu'on n'avait pas vu depuis 1600 ans. Il est devenu le roi de la Bretonie. Et quand Louan Cœur de Lion a été soigné, par on ne sait quelle magie, Louan Cœur de Lion s'est décidé d'être au service de Sacremort. Ça, je comprends. Sauf qu'il perd son statut de roi et il devient haut paladin. Je parle de Louan. Hein. Et donc, Louan Cœur de Lion, qui n'est plus roi de Bretonie, mais qui est haut paladin de Bretonie, reçoit l'ordre de Gilles le Breton d'aller sauver l'Empire. Une demande d'aide a été envoyée à la Bretonie de la part de Kurtelborg. Une demande d'aide. La nouvelle croisade de la Bretonie. Et bien entendu, que Louan Cœur de Lion va s'exécuter et il va aller au secours de l'Empire avec une motherfucking croisade bretonienne. Et ils vont passer de Montfort jusqu'à Helmgard, Bogenhafen et Aldorf. Et on nous explique que la passe de la hache est intégralement recouverte de chevaliers. Donc, la Bretonie à ce moment-là, tu lis ça dans le roman, tu fais « Oh oui, enfin, on va avoir une croisade bretonienne. Enfin, ils vont enlever le déshonneur qu'il y a eu dans tout le début du roman. Genre, ils étaient où? Mais genre, ils étaient où tous ces chevaliers? En effet, la Bretonie envoie quasiment toutes ses forces prêtes à la guerre pour aller sauver l'Empire. Et ça, c'est pas beau quand même. Mais vous étiez pas mort, espèce de connard! C'est à peu près ça. La Bretonie entière qui a bougé, c'est pour ça qu'ils ont des peuples. On va dire ça comme ça. Donc, se concentre vers Aldorf les Glotkin qui étaient les plus proches avec un accès direct à l'eau, qui sont super à la bourre, on ne sait pas pourquoi. Guthrodspum qui passe à travers les forêts de la Dragval parce qu'il a le cheat code de l'amphore. Et les Maggot Riders avec l'armée démoniaque et les hommes bêtes. Plus les forces de Vlad von Karstein, plus la croisade de Bretonie. Tout le monde se dirige donc vers la bataille finale, Aldorf. Et pour terminer cette soirée, tu auras juste un dernier petit coup d'œil qui est fait au niveau des dieux de l'Empire. Et les dieux de l'Empire vont être mentionnés, enfin, une espèce de petite métaphore. En fait, c'est une vision qu'il va y avoir.
C'est une vision qu'il va y avoir. Tu comprends en fait que le remplaçant de Balthazar Gelt, parce que Balthazar Gelt, je rappelle bien que c'était le grand patriarche suprême des collèges de magie, il a trahi l'Empire, il s'est raccroché à Vlad, il a donc eu un remplaçant, Grégor Martak. Grégor Martak qui est un mage de la bête, donc un mage de Tal. Grégor Martak va avoir une vision dans un de ses sommeils. D'ailleurs, précision, le perso patriarche suprême des collèges de magie, mage de la bête, on t'explique qu'il est en train de se rouler dans du purin dans les écuries, parce que vu que c'est un mage de la bête, il veut pas dormir dans des belles chambres, mais qu'il préfère être dans des écuries, et qu'il préfère l'odeur de l'urine. J'étais pas sûr que ça soit très nécessaire à mettre tous ces petits détails pour détériorer l'image de ce perso qui, on sait déjà, ne va servir à rien, juste pour se foutre de sa gueule. Et dans sa vision de cauchemar, il va voir une femme absolument magnifique en train de pleurer au-dessus d'un lit, avec derrière un barbu recouvert d'hiver ultra baraque et super impressionnant, et à côté d'une déesse aussi incroyable que le soleil, en train tous de s'inquiéter et à regarder un homme musculeux, recouvert de champignons, recouvert de veines noires et de mousse, en train de saigner du pu par les yeux et la bouche. Tal est en train de sombrer à Norgul. En gros, tu finis le roman sur la vision du dieu de la nature et de la bête, des humains en train de clamser de la maladie, en train littéralement de se faire gangréner de l'intérieur. Et la dernière chose que tu as, vraiment le dernier morceau que tu as, c'est Kurtelborg qui, après une nouvelle nuit de cauchemar, monte au sommet de la plus haute tour de l'Empire. Pardon, excusez-moi, j'ai cliqué. Qui monte à la plus haute tour de l'Empire, Kurtelborg, et qui active un fanal. Voilà. C'était le chapitre 3, le déluge de Talabeim. Je ne sais pas si vous êtes prêts la semaine prochaine pour la bataille d'Aldorf, par contre.